Alors bonjour tout le monde, déjà merci d'être venu, ça me fait vraiment plaisir. Je vais essayer d'éviter de me mettre trop devant les slides et je vais profiter du début pour m'excuser d'une chose. C'est du fait que lors de mes 5 ans d'études dans le bâtiment d'en face, parce que j'étais à l'INSEC, j'ai jamais appris à faire des belles diapos, donc elles vont être très moches, mais assez bien imagées parce que j'ai quand même pris le temps de vous mettre des choses pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que je dis. Et de toute manière, je sais que globalement c'est plus agréable quand vous avez des images sous les yeux. Donc je vais faire dans un premier temps ma présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous détailler mon parcours, comment est-ce que j'en suis arrivé là, à pouvoir vous faire une belle conférence, en tout cas je l'espère. Et dans un second temps, je vais vous parler de mon métier, de ses différents aspects. Il y aura une partie revenus, financière, un peu commerciale, etc. Je vous ai mis pas mal de screens, ça va plutôt vous intéresser. Après, je vais vous parler de certaines facettes du métier, des choses dont vous n'êtes pas au courant. Et évidemment, si tout le long vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme avait dit Max Hildan quand il est venu, il faut que ce soit vivant. Donc vous levez la main, je répète votre question, j'y réponds. Et il n'y a pas de problème, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, sauf dans les 5 premières minutes. Essayez de me respecter un petit peu quand même, s'il vous plaît. Donc, qui est-ce que je suis? Je m'appelle Zakaria Haddad, je suis né à Lyon, j'ai 25 ans. J'ai été élevé ainsi que j'ai vécu ici toute ma vie. Donc, je suis vraiment un pur Lyonnais. Il y a quelques moments où j'ai été à Paris, en Belgique ou alors en Allemagne pour mes études, mais globalement, je suis vraiment d'ici. J'habite à 5 minutes, donc ça me fait vraiment plaisir d'être dans ma jolie ville pour pouvoir vous présenter tout ça. Je suis producteur de contenu sur Internet depuis 5 ans et animateur d'émissions. Je mets producteur de contenu parce que producteur de contenu, c'est mon métier. Je ne suis pas influenceur, je déteste ce mot. C'est une facette qui est utilisée par les commerciales pour nous vendre, mais personnellement, je ne me considère pas comme influenceur, je ne pense pas que j'influence les gens. Et je trouve que quand on dit qu'on influence les gens, on les prend pour des cons, parce qu'on croit qui ne seraient pas assez intelligents pour décider d'eux-mêmes ce qui est quali, bien, non ou pas. Comme si les personnes n'étaient pas à même d'avoir leur propre jugement et comme si celui-ci n'était pas pertinent. Donc personnellement, j'aime pas dire que j'ai une influence envers les gens. Pas que je le renie ou quoi, certains vont peut-être penser que je renie cette facette de mon métier, mais personnellement, ce que je fais, c'est produire du contenu qui est regardé ou non, qui est apprécié ou non, mais c'est ce que je fais. Donc, j'ai été à l'INSEC, en face, je vous l'ai dit, j'ai fait un bac ES. Et pendant mon master à l'INSEC, j'ai fait un BBA là-bas, je faisais mon métier plus mes études. Et depuis 2 ans, j'ai terminé celui-ci. Et je suis exclusivement streamer, animateur, youtubeur, etc., etc., etc. Donc dans un premier temps, on va revenir sur mon parcours en détail. Je vous ai préparé des petites photos, je vous ai préparé des choses, histoire que vous compreniez d'où est-ce que je viens et comment je l'ai fait. Mon parcours. J'ai pas de barbe. Déjà dessus ça fait un petit peu mal, je pense que vous pouvez le voir. C'est des photos qui datent de l'époque où j'étais joueur compétitif sur Call of Duty, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc en étant joueur compétitif sur Call of Duty, c'est une licence que j'ai commencé en 2010. J'aimais bien, franchement, Modern Warfare 2, etc. J'étais émulé par la compétition et je considère que j'avais un bon niveau. C'était quand même assez intéressant. C'était une belle époque. J'avais 15-16 ans. On se déplaçait dans toute la France et dans toute l'Europe pour aller faire des tournois dans des garages et dans des gymnases pour gagner 200 €. C'était assez cool. Mais on avait quand même un suivi. C'était une époque qui était assez suivie. Il faut se rendre compte que les audiences en France de Call of Duty à l'époque étaient quand même assez grandes relatives à la taille de la scène. Donc j'étais assez content de faire ça. Les LAN, ça pouvait être à Montpellier, à Lyon, à Paris, à Strasbourg, bref, ou alors à Amsterdam. Mais bon, ce qui se passe à Amsterdam, vous savez. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à percer, entre guillemets, et à me faire connaître. Surtout en 2013, lorsque, avec l'équipe que vous voyez ici même, à ma gauche, on a battu l'équipe de Gotaga, avec une jolie action de ma part qui m'a permis de choper mes quelques premiers milliers d'abonnés. Et c'est de là qu'est parti mon parcours. Comme quoi, la chance, hein. Il suffit de partir de pas grand-chose, tu m'as donné ça et j'en ai fait ça. Et ça, je vais vous le présenter dans un second temps. Je l'ai été de 2010 à 2015. En 2015, j'ai décidé de me dédier particulièrement à ma carrière de producteur de contenu. Simplement parce qu'en 2015, à 20 ans, je considérais avoir fait un petit peu le tour de la chose. Et j'étais quelqu'un aussi de très stressé. Peut-être qu'on n'aurait pas dit, là, comme ça, quand vous me voyez, mais je suis quelqu'un qui, à la base, était très stressé. Quand j'allais en tournoi, le stress me rongeait tellement le ventre que je pouvais passer des week-ends sans manger. On va dire que depuis, j'ai bien rattrapé la chose, mais à l'époque, je pouvais vraiment passer 2 jours sans manger, j'avais le ventre noué. Ça n'influait pas mes performances une fois que les parties étaient lancées, mais entre les heures de tournoi, etc., j'étais vraiment quelqu'un de très stressé, je fumais beaucoup de cigarettes, et j'ai arrêté depuis, arrêté cette merde, mais voilà, c'était vraiment une période qui était quand même assez cool, et en 2015, j'ai décidé de me dédier à mon métier actuel, qui est streamer. Streamer. Après, je ne suis pas totalement streamer. Je fais plein de choses, vous allez le voir. J'ai commencé le stream en 2013 sur la licence Call of Duty Black Ops 2.
À l'époque, j'étais en solo sur ma chaîne et j'étais chez Millennium. Millennium qui avait une TV, la Millennium TV3, sur laquelle je faisais des streams de Call of Duty Black Ops 2. Le stream, ça a été une grosse partie de ma vie. J'en faisais pendant la compétition et j'ai continué après celle-ci. De 2013 à 2016, j'ai beaucoup streamé. Quand j'étais en terminale, mes vacances consistaient à partir 2 semaines à Marseille à la Millennium Gaming House et à être rémunéré aux pubs que j'envoyais sur un caster tool Dailymotion. C'était quand même assez sympathique. Maxildan, vous avez parlé de l'époque où Dailymotion payait énormément les pubs. C'était un réel vol. C'était un braquage, je vous le dis. Je n'avais pas de rémunération fixe. J'étais rémunéré à la pub que je transmettais pendant mes lives. Donc il faut se dire qu'à l'époque, imaginons que les lives faisaient, allez, on va dire 700-800 viewers à peu près. Toutes les 1000 impressions, toutes les 1000 vues, je touchais 3 €. Une pub, 700 vues, ça comptait comme ça. Et par exemple, je pouvais envoyer jusqu'à 5 pubs en même temps. Et c'était pas rare parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de subscribers. Donc par exemple, ce que je faisais, c'est que toutes les heures, je balançais 2 minutes 30 de pub, qui équivalait à 5 pubs, 700 plus 650 plus 600 plus machin, ça s'additionnait comme ça, parce qu'imaginons qu'entre 2 pubs, il y avait 40 viewers qui équitaient. T'arrivais à peu près 3, 4, 5 000, et sur ton heure, tu pouvais faire 10, 20, 30, 40 € selon à quel point tu as fait le sagouin. Pour une petite anecdote qui est quand même assez marrant, pour vous montrer le braquage, un jour, il y avait une LAN Call of Duty qui était commentée par Millennium en direct de là-bas et ils avaient quelques problèmes techniques. Donc du coup, moi, j'avais gardé le flux depuis Lyon et je devais le couper pour leur rendre et qu'ils puissent commencer le tournoi. J'ai gardé le flux pendant 1 heure, les viewers commençaient à s'accumuler et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé 1 heure de pub. Pendant cette heure de pub-là, je crois que j'avais fait 600 à 700 €. C'est ce qu'on appelle réellement un braquage. Je ne vous conseille pas de le refaire, mais c'était la belle époque et on en rigolait bien. De 2013 à 2016, pourquoi? Parce que dès que j'ai commencé à être streamer à plein temps en 2015, en même temps que je faisais des vidéos YouTube, je continuais à stream sur ma chaîne personnelle. J'ai fait des lives qu'on peut qualifier peut-être d'anthologiques. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent des différents lives d'anniversaire que j'ai pu faire. Ne le répétez pas chez vous, bien sûr. J'en ai pas mis des images, tout simplement parce qu'on est dans un contexte un petit peu professionnel, mais ce n'est pas quelque chose que je vous conseillerais de faire. Jusqu'en 2016, où sur la licence Black Ops 3, j'étais un gros streamer français qui apparaissait souvent dans le top Twitch France où je faisais 1500 à 2000 viewers. Sauf qu'il se trouve que les Call of Duty qui ont suivi Black Ops 3 n'ont pas trop plu. Donc si je mets jusqu'à 2016, c'est parce qu'entre 2016 et jusqu'à encore récemment, j'ai un peu arrêté le stream dans le sens où j'étais très irrégulier et j'étais plutôt concentré sur les vidéos YouTube, qui était un format qui me plaisait bien plus et qui me correspondait mieux. Donc en fait, entre 2016 à 2020, j'étais assez irrégulier dans mes streams, j'étais plutôt animateur. Mais ça, c'est une facette que vous allez voir dans un second temps. En plus de ça, je fais des vidéos YouTube depuis 2015. J'ai été streamer pendant longtemps, et quand tu es streamer pendant longtemps, en 2013, en 2014, en 2015, tu ne te rends pas compte de la force de YouTube, ainsi que ce que représente cette plateforme. Moi, j'ai grandi sur YouTube en 2010, l'époque FaZe, Diablo X9, Beast Mode 3 et ainsi de suite, DigiDix, tout ça. Et je ne me rendais pas compte de ce que c'était, mais en 2015, j'ai commencé à faire des contenus où dans un premier temps, c'était des replays de stream, et dans un second, c'était des contenus qui étaient dédiés pour la plateforme. C'est-à-dire que c'était des contenus qui n'étaient pas vus sur mes lives, c'était réellement dédié pour les gens qui me suivaient sur YouTube. Et c'est à ce niveau-là, et c'est à ce moment-là que j'ai appris le montage, faire des miniatures, etc. J'ai tout fait en autodidacte. À l'heure actuelle, sur YouTube, etc., quand tu veux te lancer, tu as une mine d'informations, enfin une manne d'informations et une manne de connaissances et d'apprentissage sur cette plateforme qui est absolument fantastique. Vous pouvez apprendre quasiment tout. Il y a des tutos sur tout. Donc franchement, j'ai appris comme ça. Et en 2015, je me suis forgé mon premier public grâce à la fanbase que j'avais chopée quand j'étais en compétition en 2013, je vous avais dit, j'ai chopé mes premiers quelques milliers d'abonnés. C'est à ce moment-là que je les ai exploités et que j'en ai profité. En même temps du fait que je faisais des vidéos avec mon ami Gotaga, où on faisait assez souvent des 1v1, des conneries comme ça, ce qui m'a aidé à choper de la visibilité et mes premières dizaines de milliers d'abonnés, et à ainsi en faire mon métier. Donc ça, vraiment, depuis 2015, YouTube, j'étais très actif. J'ai fait du Call of Duty comme ici, j'ai fait des vlogs comme ici, c'était en Pologne. Là, c'était un petit micro-trottoir à Châtelet, et ça, c'était avant-hier. Voilà. Comme ça, au moins, je vous ai mis aussi un petit truc récent. C'est dans mon nouveau décor, etc., même s'il n'est pas encore totalement complet. Donc, la création de vidéos sur YouTube, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, quelque chose que j'aime beaucoup. Pouvoir t'exprimer de cette manière, faire un montage, créer, tout simplement, c'est quelque chose qui réellement me plaît et que je fais depuis ce moment-là. Et c'est vraiment un truc qui a été très, très important pour moi tout au long de mon parcours, et c'est pour ça que je tenais à le rappeler aujourd'hui. Et en plus de ça, j'ai été animateur d'émissions, 4 grandes qui sont, je pense, assez connues. Zach en roue libre, que j'ai repris récemment chez Vitality. Donc j'ai fait 3 TV sur Zach en roue libre, j'ai fait Eclipsia. J'ai lancé en 2017, je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit « Tiens, sur la TV1, tu as un créneau, crée quelque chose ». Quand tu arrives comme ça à Paris, on te dit « Crée quelque chose ». Bon, au début, je ne te cache pas que tu n'es pas totalement en confiance. J'ai pris une feuille, je me suis dit « Qu'est-ce que j'aimerais faire ?» Un format d'interview un peu plus long,
qui change un peu de ce qu'on voit, les interviews fast-food à la Combini brute, etc., qui durent 2 minutes 30 avec des questions pas intéressantes. Moi, j'ai voulu étayer un peu la chose, préparer un peu plus mes formats, et que ce soit plus une discussion qu'une interview. Quand vous regardez Accords Libres, je ne sais pas si vous avez déjà vu une de mes émissions, c'est plus une longue discussion avec la personne et ça a limite un aspect un petit peu psychologique. Parce que de la manière dont je prépare mes émissions, je regarde beaucoup de contenu de la personne au préalable, je fais en sorte que si elle a déjà donné des interviews à gauche, elle ne vienne pas redire les mêmes choses chez moi, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc je rebondis sur des choses qu'elle a pu dire à gauche, j'exploite certaines parties qui n'auraient pas été abordées, tout ça, c'est vraiment comme ça que je prépare mes émissions et qui font qu'à l'heure actuelle, elles sont plutôt appréciées, ou en tout cas j'en ai l'impression et je l'espère. Radio Sexe, bon, ça a été une belle période de ma vie. Donc ça a été une radio libre lancée comme ça, un petit peu en freestyle avec des amis à moi, Kamel, Kotei, etc. Ça a eu le succès qu'on connaît, on a fait des IRL, on a eu des gros artistes, on a fait les 80 000 viewers sur Twitch, on est allé en Corée, c'était la folie. Et c'est vraiment aussi ce que je compte dans l'animation d'émissions, parce que ça a réellement été pas si facile que ça de pouvoir te comporter d'une certaine manière tout en étant en public, avoir des propos des fois un petit peu trash, pouvoir assumer cette image publiquement, pouvoir être drôle à tel moment devant tant de viewers, c'est pas quelque chose qui est aisé. Je compte Hors-jeu avec Bruce Ranek qui est une émission de football et Radio Street qui est une autre radio libre que je fais maintenant avec Joël. Donc je vous ai mis quelques petites photos pour illustrer. Chez Eclipsia, Radio Sex, Radio Street et en bas à droite, c'est un screen du plateau Hors-jeu où on parle de football. Mais bon, je vois quelques maillots de Lyon, ça me fait plaisir. Je vous remercie et je vais répondre à ma première question. Non. Enfin, je pense que si, à des moments, ça a pu un peu me porter préjudice, mais avant de penser à l'argent et à ma carrière, je pense à être moi-même. Et moi, je ne me bride pas, je suis comme je suis. Bien sûr, il y a des codes à respecter. J'ai pu être à des moments borderline, et même à des moments pas bons. Franchement, je le dis. En 2013, en 2014, en 2015, sur les réseaux sociaux, machin, etc. J'étais problématique. Ça m'arrivait. J'avais 18 ans, j'étais un gamin. On s'insultait avec des gens, on faisait des conneries, machin, etc. Pour moi, l'important dans la vie, c'est pas de pas faire d'erreurs, parce qu'on est humain, on va tous faire des erreurs. Le plus important, c'est de les comprendre, les reconnaître et pas les répéter. C'est ça pour moi qui compte. Donc, ne pas être politiquement correct, ça a pu me porter préjudice à des moments, mais à la fin, quand je me regarde sur un miroir, je me dis que je ne me suis pas travesti, et ça, c'est quelque chose qui compte pour moi. Voilà. Donc, les différents screens des émissions que j'ai fait, et c'est réellement le côté animateur de mon parcours qui diffère du coup du côté streamer. Maxildan vous a expliqué la différence entre des streamers et des animateurs. Il y a des animateurs qui sont bons en plateau avec d'autres personnes, etc., mais qui ne seraient pas bonnes en stream perso parce que ce n'est pas le même métier. Et il y a des personnes en stream perso qui ne sauraient pas animer une émission avec d'autres personnes en plateau. Parce qu'en plateau, il ne faut pas trop se couper la parole, il faut savoir quand la prendre, il faut agir d'une certaine manière, c'est pas le même public, c'est pas le même contexte, c'est pas le même sujet. Donc c'est réellement deux métiers qui sont totalement différents. Sur le stream et sur les TV, il y a des gens qui vivent du stream, mais qui ne sont pas streamers. Tu les fous comme ça, juste là à gauche, tu leur dis vas-y stream, ce serait ennuyeux. Mais par contre, à l'inverse, tu prends le streamer de là, tu lui dis va sur le plateau, le mec aurait aussi du mal. Donc je mets vraiment un distinguo entre les deux, et c'est important de le comprendre parce que c'est pas du tout les mêmes choses. On passe à une partie un peu plus commerciale, on va dire, et c'est une qui va vous intéresser. Je vais répondre à ta question. Juste avant de quitter Ouais. l'animateur, quand tu as des personnages type Al Capote, comment tu fais pour arriver à gérer quelqu'un comme ça où justement le potentiel de glissade est super haut? C'est vrai que quand t'as l'empereur, ça peut partir. Donc comment est-ce qu'on a géré Al Capote à l'émission? C'est très simple, on avait 2 minutes de délai. Donc on avait 2 minutes de délai avec Carnage, le roi de la régie, sur le bouton cut. Comme ça pendant 2h30. Moindre glissade. Tch. Sachant qu'on l'a aussi briefé au préalable en lui disant bon, monsieur, si vous pouviez éviter de bannir une chaîne Twitch pendant une émission à 80 000 viewers en France, nous vous en serions très reconnaissants. Et donc du coup ça va, il s'est bien tenu, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de cut, rien. Mais oui, on était vraiment un peu comme ça, tu vois ce que je veux dire? Quand tu invites un personnage clivant, au final c'est vrai que tu peux avoir des soucis, mais bon, il nous avait bien régalé, donc on a bien rigolé. Source de revenus et fonctionnement du métier. Dans un premier temps, je vais vous parler des différentes sources de revenus qu'il y a quand tu fais ce métier. Et dans un second temps, comment ça marche, pas comment y arriver, parce que j'ai pas cette prétention-là, mais un petit peu les différentes facettes de ce métier. Quelles sont les sources de revenus quand tu es créateur de contenu, un petit peu multiplateforme comme moi, animateur, streamer, youtubeur, machin? Il y en a 4. Je ne vais pas vous relire forcément la slide, hein, vue YouTube, stream Twitch, l'animation d'émissions, les opérations commerciales. Et on va aller directement dans le détail pour que vous puissiez comprendre. Je vous ai pris des screens issus de mon YouTube ainsi que de mon Twitch, comme ça au moins vous avez accès à du petit contenu exclusif. Combien rapporte une vidéo YouTube? J'ai mis en premier point le mythe des 1 € les 1000 vues. Ça n'existe pas les 1 € les 1000 vues, d'accord?
C'est pas 1 euro les 1000 vues. Maintenant, c'est plus. Eh oui. C'est ce qu'on pourrait croire. Je vous ai mis 2 screens pour vous appuyer ça, avec des vidéos à moi qui sont sorties récemment. Elles ont toutes moins d'un mois. Voilà. Donc vous pouvez voir à ma droite la vidéo qui a 55 000 vues, m'a rapporté 95 euros. À ma gauche, une vidéo qui a 130 000 vues, qui a rapporté 192 euros. Il faut savoir que toutes les sommes que je vais vous montrer tout de suite, c'est des sommes dites en brut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 192 euros qui va dans ma poche. Je paye des charges à l'État français, que ce soit auto-entrepreneur, de société, etc., ainsi que les différentes personnes qui ont aidé dans le processus créatif de la vidéo. Donc ça peut être le monteur, le miniaturiste, etc., etc., mais j'en ai pas besoin à chaque vidéo. Donc par exemple, celle sur ma droite, c'est une vidéo que j'ai montée moi-même. Là, la seule chose que j'ai payée, c'est le miniaturiste, et je lui donne à peu près 10 euros la miniature. Donc voilà, et vu que je l'ai montée moi-même, je n'ai pas à payer un monteur. Mais je voulais que vous voyiez à peu près comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que les 1 euro, les 1000 vues, c'est un mythe? C'est quelque chose qui a été répété en 2015, en 2016, tout ça, à l'époque où la télé commençait à parler de YouTube, et forcément, quand ils essayent à parler de YouTube, ils veulent parler d'argent, ils veulent parler d'argent, ils veulent parler d'argent. Moi, je vous montre directement les choses. Ce qui a changé tout ça, c'est pas que YouTube paye mieux, c'est que depuis un moment, et je pense que vous le savez, ils nous permettent de mettre plusieurs pubs dans une vidéo. Avant, cette limite, c'était 10 minutes, elle a été rapportée à 8 minutes depuis à peu près un mois. Donc maintenant, depuis un mois, dès que tu as fait une vidéo de plus de 8 minutes, tu peux mettre plusieurs pubs dedans. Après, toutes les pubs ne vont pas se déclencher. Le bot fait en sorte que tu puisses mettre une pub à peu près toutes les 7 minutes. Et si tu mets à peu près toutes les 7 minutes, a priori, le viewer, tu maximises ses chances qu'il se prenne une pub dans la gueule. C'est un peu vu comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce qui permet, du coup, de gagner plus d'argent que les 1 euro les 1000 vues. Les 1 euro les 1000 vues, par contre, effectivement, si tu as une vidéo qui dure 5 minutes, ça va aussi dépendre de la période à laquelle tu la postes. Donc le CPM varie d'un mois à l'autre. En décembre, c'est stonks. Et en juillet, juin, c'est un peu moins sexy parce que les annonceurs postent moins de pubs, payent moins cher celles-ci. Et de manière directe, du coup, toi-même, tu touches moins d'argent pour celle-ci. Donc voilà. Donc, j'écoute. Est-ce que aussi par rapport aux pubs, tu dis qu'il y a plus d'argent maintenant, est-ce que c'est aussi par rapport à parce qu'elles sont plus longues? Maintenant sur YouTube, elles sont plus longues et aussi on ne peut pas les skip souvent. Est-ce que ça change aussi par rapport à ça l'argent? Alors, je remets mon micro et je suis à toi. Alors, attends. Attendez. Alors, c'est toi qui choisis le type de pub que tu veux mettre sur ta chaîne. Tu as une partie monétisation avec des cases à cocher. Sur ma chaîne, j'ai envie qu'il y ait des pubs skippables, des pubs non skippables, des pubs longues, pas longues, etc. C'est toi qui choisis. Par exemple, moi, sur ma chaîne, j'ai enlevé le fait d'avoir des pubs non skippables, parce que je trouve ça chiant. Voilà. Je suis moi-même un grand consommateur de vidéos YouTube. C'est vraiment un truc que je fais. Je regarde beaucoup plus de vidéos YouTube que de streams, par exemple, moi, personnellement. Et donc, quand moi, je vais sur une vidéo YouTube, je déteste ne pas pouvoir skipper et de me manger une pub toutes les X. Après, si c'est une pub de 5 secondes, c'est pas trop dérangeant. Si c'est skippable, c'est pas trop dérangeant. Si c'est 45 secondes non skippable, au bout d'un moment, moi-même, j'ai envie de quitter le contenu et c'est plus très intéressant. Donc, moi-même, sur ma chaîne, je n'en ai pas. Mais ce type de pub, tu choisis celle qui peut y avoir. Par contre, et c'est ce qui est mis sur YouTube, dès que tu choisis les pubs non skippables, tu as un taux d'abandon de la vidéo qui est plus gros. Donc, quand tu prends le risque de mettre une pub non skippable, tu touches plus d'argent, mais il y a plus de gens qui quittent ta vidéo en plein milieu. Et là, pour 50 000 vues, si tu as un Squeezie qui fait 50 000 vues pour 95 euros aussi, ou ils font plus par rapport à YouTube, c'est le même algorithme pour tout le monde là Ça dépend du network, ça dépend des pubs qui passent devant, donc ça dépend également de ton type de contenu. Donc il y a des networks qui t'offrent des plus gros CPM, c'est vraiment des networks d'élite, et je pense que par exemple Squeezie, il est dans des networks un peu plus gros que les miens. Moi je suis Broadband TV, peut-être que Squeezie, lui, est en partenariat direct avec YouTube et qu'il a accès à des pubs supérieures, donc ça se trouve que si Squeezie sortait une vidéo qui fait 55 000 vues, ce qui est peu probable, hein, il va souvent faire beaucoup plus, eh ben, il toucherait plus, je pense, que les 95 euros que moi j'ai touché. Mais moi, c'est quand même assez bien payé. Après, le fait qu'on soit en septembre, octobre, ça aide aussi à ça. Mais par contre, si je vous remonte le même screen en décembre, ce serait encore au-dessus. J'écoute. Là où il y a le plus d'audience sur YouTube, c'est le dimanche. Que ce soit Twitch ou YouTube, les meilleures audiences sont réalisées le dimanche. Parce que le dimanche, je ne vous apprends pas, tout le monde est chez soi, plus ou moins. Donc c'est là où tu es sûr de maximiser ton potentiel de vue. Après, le reste des jours, s'il n'y a pas trop d'incidence. Même, il y a eu des études sur YouTube qui ont été montrées qu'au final, l'heure de sortie n'a plus tant d'impact que ça. Donc à l'époque, moi, je sortais mes vidéos à 21h, donc souvent entre 19 et 22, parce que je me dis que c'est là où les personnes sont actives chez elles, machin, etc. Elles la regardent et le lendemain matin, celles qui l'ont raté l'ont dans leur fil directement. C'était ma stratégie. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui la postent tôt le matin, alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur YouTube, mais elles font leur vue toute la journée.
Donc ça dépend un petit peu, mais au final, il a été prouvé que l'heure de sortie n'a pas tant d'incidence que ça. J'écoute. C'était plus par rapport à... Donc toi, tu parlais d'une personne qui faisait tes miniatures. Est-ce que tu as aussi d'autres personnes un peu en prod qui sont là pour préparer tes concepts ou des monteurs, des personnes comme ça? J'ai 2 ou 3 miniaturistes, donc j'utilise l'un ou l'autre selon le feeling que j'ai pour la vidéo et selon sa disponibilité. Simplement parce que moi je suis chaotique à travailler avec. La vidéo sort à 19, je peux venir te voir à 16h30 pour dire j'ai besoin d'une minia, ce qui est quand même pas ouf. Et j'ai 2 ou 3 monteurs. Donc j'ai un monteur qui monte une série que je fais sur machine qui s'appelle Z-Story, et c'est le monteur de Link et Terracid. Lui, c'est un monteur de qualité supérieure, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très talentueux dans ce qu'il fait. Lui me prend 250 € la vidéo, mais par contre ce qu'il me rend, c'est vraiment du high class, quoi. C'est de la très bonne qualité. J'ai un autre monteur qui est très talentueux pour un Z-Story, lui il me prend que 100 €, c'est très bien aussi, mais c'est quand même un poil moins bien. Tu vois vraiment la différence au niveau de la qualité. Ce que tu payes, c'est la qualité et l'expertise et les années de travail que la personne a fourni pour pouvoir te donner ce travail-là. Et j'ai d'autres monteurs un peu plus thug life, donc c'est un monteur qui va me rendre une petite vidéo Call of Duty pas très compliquée, je vais lui envoyer 15 minutes de rush, il va m'envoyer 10 minutes bien coupées, bien cutées, avec une musique de fond, tout ça, machin. C'est simple, c'est efficace, mais au moins j'ai pas à le faire moi-même. Et enfin, il y a moi-même qui fait une partie de mes vidéos quand j'ai le temps, ça me dérange pas aussi de monter certaines, et là je mets quelques petites références, quelques cuts, c'est pas du montage ultra compliqué, mais c'est efficace, ça passe, c'est un format que je connais déjà depuis 2015. Côté annonceur, avec le confinement et tout ça, justement, t'as senti une différence au niveau de la rémunération? Franchement, non. Ça peut bouger? Ah, franchement, non. Pour être honnête, pas du tout. Le confinement n'a pas fait trop de différence au niveau des annonceurs. J'ai pas vu plus d'argent sur mon YouTube, en tout cas moi personnellement à mon échelle. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu combien rapporte une vidéo YouTube, ça, c'était un deuxième exemple. C'était un replay de Radio Street. Donc ça, c'est un replay de Radio Street, 2 heures. 2h10, plus de pub, égale 80 000 vues, génère 300 €. Ce qui est quand même beaucoup plus qu'1 € les 1000 vues sur lesquelles tu pourrais t'attendre. C'est pour vous montrer l'impact du nombre de pubs que tu mets. Donc sur une vidéo de 2 heures, il y a beaucoup plus de pubs que sur une vidéo de 15 minutes. Donc nécessairement, plus d'argent. Combien rapporte un stream Twitch? Donc, découpage des revenus. Je vous ai mis en bas à gauche, c'est un screen de mon mois de septembre. C'est combien j'ai streamé, les vues que j'ai fait, les spectateurs en moyenne. Bref, vous regardez, 80 heures de stream en septembre, ça fait à peu près 3 heures par jour, ce qui est quand même... Je me suis quand même bien tenu ce mois-ci. Dans un second temps, il y aura un screen de combien j'ai gagné sur ce mois-là. Juste, je vous montre avant tout les spectateurs uniques, les minutes regardées. Ça, c'est de l'exclu. Hein. Donc, c'est-à-dire que moi qui ai accès, je vous le donne. Ça me fait plaisir de vous montrer tout ça. Donc, les revenus Twitch se découpent en 4 sources. Enfin, 3 sources, pardon. Les subscribers, avec 3 types de contrats. Le contrat de base, 50-50. Le mec paye 5 €, tu fais 50-50 avec Twitch, tu touches 2,50 € du sub. Le 70-30, c'est quand tu as un peu plus de galon, on va dire. Twitch te donne une meilleure répartition de ceci, donc tu vas toucher 70% du revenu accordé par les subscribers. Et enfin, l'élite de l'élite, 80-20, tu vas toucher 4 $ sur les 5 que paye la personne. Et ça, c'est vraiment les très gros streamers qui ont des bons contacts. Et les très gros streamers ont cette particularité de toucher beaucoup plus d'argent, sachant que déjà du fait, quand tu es un gros streamer, tu vas aussi avoir beaucoup plus de subscribers. Donc dites-vous que tous les gros en France ont l'un des deux. Mais des fois, il y a des personnes qui ont beaucoup de subs, mais qui sont quand même au 50-50, ça dépend, et de toute façon, on n'a pas moyen de le savoir. Elles-mêmes, elles le savent. Les donations, donc ça c'est assez irrégulier, donc je ne pourrais même pas vous donner spécialement d'exemple. Ça va selon les personnes. Il y a des mois où les personnes veulent donner, il y a des mois où les personnes ne donnent pas. Ça dépend de leur capacité financière, de ce que tu as fait sur ta chaîne, de leurs envies. C'est pas vraiment quelque chose que tu peux contrôler, les donations. Ça va, ça vient. Voilà. Et enfin, les publicités. Et ça, c'est les pubs que tu mets sur ton Twitch. D'ailleurs, Twitch vient de mettre une fonction assez chiante qui fait que tu te manges 30 secondes de pub dès que tu vas sur un stream. Ça me donne envie de mettre les 2 doigts dans la prise électrique. Mais bon, au bout d'un moment, il faut aussi... c'est pas une MJC, il faut aussi qu'ils trouvent leur rentabilité. Mais c'est aussi quelque chose qui, en tant qu'utilisateur, me dérange personnellement. Donc, je tenais à le dire. Donc, c'est vraiment les 3 sources de revenus liées à Twitch. Et pour un mois de septembre comme celui-ci, combien est-ce que ça rapporte? Bam, 707 $. 707 $ avec 270 subscribers à peu près. Donc vous voyez la répartition. J'ai fait 31 streams sur cette période qui ont donné 200 $ d'abonnement payé, 221 $ d'abonnement Prime, qui ne sont pas exactement pareils. Donc c'est-à-dire que Twitch Prime, ça rapporte moins aux subscribers qu'un subscribers direct payé tier 1 comme ça. Les abonnements offerts, les pubs, 240 $ et les cheers, qui sont des donations données directement par Twitch. Sachant que les pubs, moi, il y a celles que la personne se mange en arrivant sur le stream et celles que je fais en cutant mon stream. Donc moi, je suis un streamer qui aime bien ne pas mettre de pub en fait. J'en mets que quand je cut. Donc, salut les gars, j'y vais.
ending, musique, et là je mets effectivement une petite minute de pub. Mais c'est quelque chose que si tu exploites bien, tu peux faire plus d'argent que ça. Mais voilà, c'est à peu près un mois à mon échelle, sachant que je ne suis pas le plus gros des streamers perso. J'ai repris il y a un mois, mais voilà, je fais 500-600 viewers, vous n'avez pas devant vous un Zerator. Eux, c'est encore différent, ils ont plus de personnes, donc forcément plus de revenus, tout ça. Juste à mon échelle, je tenais quand même que vous puissiez à visualiser tout ça, donc ça me fait plaisir de vous montrer des chiffres. Les émissions. Donc ça, c'est une autre de mes sources de revenus. Je suis payé pour faire ces émissions-là. Une émission comme Zach en libre se chiffre à peu près 350 € brut l'émission, c'est ce que je touche. Donc par mois, ça me fait 1400 vu que j'en fais 4. Vous rajoutez hors jeu, je suis à 1008 brut sur mes émissions pures. Donc ce qui est quand même OK, je paye des charges sur ça, mais ça me permet de vivre de manière assez confortable. Mes sources de revenus sont multiples, il n'y a pas que le stream, c'est le stream, plus YouTube, plus les émissions. Et là, le revenu de ces émissions vont dépendre de plusieurs choses. Tout d'abord, le succès de celle-ci, ainsi que la concurrence, ce qu'à gauche on va te proposer, ce qu'à droite on va te proposer. Par exemple, chez le stream, je ne touchais pas pareil que chez Vitality. Chez Vitality, je ne touchais pas pareil qu'Eclipsia. Donc c'est à ce moment-là, c'est à toi, selon les personnes qui te gèrent, ou alors selon si c'est toi qui le fais, de gérer plus ou moins ça. C'est des variables, et il y a des personnes, par exemple, qui, comme Maxildan, sont en CDI. Donc elles ne sont pas payées à l'émission, elles sont payées pour leur travail du mois entier. Alors que moi, je fais qu'une émission par semaine, et là, effectivement, ce n'est pas le même mode de paiement. Et de toute manière, même à l'échelle de l'entreprise, ce n'est pas la même chose. Par exemple, quand tu es une entreprise, je ne vous l'apprends pas, vous avez des charges. Tu payes 1500 € de salaire à quelqu'un, ça va te coûter, grosso plus ou moins, 2700 € à la fin en tant qu'employeur. Alors que moi, je suis en prestataire. Et en prestataire, vu que je ne travaille pas que pour Vitality, quand ils me donnent 350 €, ça leur coûte 350 €. Et moi, dessus, j'ai des charges à payer. Et donc, c'est pour ça qu'à des moments, les montants ne sont pas pareils selon que tu es en freelance ou en CDI. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. C'est une partie à ne pas sous-estimer. Quelqu'un à 1500 € par mois en CDI aura son salaire fixe. Par contre, il a des protections qui vont avec. Il cotise beaucoup mieux la retraite, etc., etc. Et il ne peut pas se faire virer du jour au lendemain. Moi, demain, si Vitality ils me disent « on veut plus de toi, t'es pas beau », d'accord. Donc voilà, ça fait partie des risques. Ouais, exactement. Donc je faisais mon émission sur le stream, ça se passait plutôt bien. Puis à cause du confinement, etc., Webedia a perdu plus ou prou des dizaines de millions d'euros. Voilà. Donc vu qu'ils ont perdu des dizaines de millions d'euros, ils ont dû réduire pas mal de budget. Et en réduisant pas mal de budget, ils l'ont fait dans un premier temps par un plan de départ. Donc il y a des employés qui sont partis de chez Webedia dans le monde. Et ils ont aussi réduit les budgets chez le stream. Donc par exemple, ils ne font plus d'émissions le week-end. Et ils ont arrêté pas mal d'émissions, dont la mienne. Et les premières personnes qui ont été impactées, c'est moi, par exemple, les personnes qui, comme je te l'ai dit, moi je ne suis pas sous contrat avec eux. Je suis prestataire. Du jour au lendemain, ils peuvent me dire bah, « on ne te veut plus ». Alors que quelqu'un en CDI, tu ne le veux plus, il faut payer, il faut tes ruptures de contrat, ça va te coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Donc effectivement, c'est un peu plus, pas, je dirais pas bancal, tu vois, mais c'est un peu moins, il y a un peu moins de protection quand tu es comme ça. Et voilà. Et enfin, les opérations commerciales. Donc, je vous ai mis un super screen d'une OP pour CyberGhost VPN, je les dédicace. Donc, une OP, à l'heure actuelle, ça se répartit de plusieurs manières. Donc, ça peut être un post Insta, ça peut être un tweet, ça peut être une story, ça peut être une intro de vidéo YouTube, ça peut être une vidéo YouTube complète. Chez moi, une opération commerciale comme celle-ci, qui était dans l'intro d'une Z-Story, j'avais été rémunéré 2000 ou 2300, un truc à ça, je sais plus, mais c'était dans ces eaux-là. À l'heure actuelle, une introduction sur ma chaîne YouTube, c'est entre 1500 et 2500 €. Une vidéo complète, ça chiffre entre 2 et 3000. Un post Twitter, c'est quelques centaines d'euros. Un post Insta, c'est quelques centaines d'euros. Je répète, tout est dit en brut. Sachant que moi, je travaille avec Webedia. Ça fait 4 années que je travaille avec Webedia. J'ai fait une session de droit d'image pour eux. Donc, c'est-à-dire que chaque année, je signe un contrat de droit d'image. Ils peuvent exploiter et me commercialiser. Donc, ils peuvent aller voir les marques et dire, voilà, on vous propose Zach pour cette intro, ou Zach pour ce post Twitter, ou X ou Y. Et ils prennent un cut d'environ 30%. Donc, quand moi, je touche 2000 €, ils ont négocié en réalité 3000. Eux, ils prennent leur cut. Moi, ça me permet de ne pas avoir à négocier moi-même et de bénéficier de la puissance de frappe d'un Webedia qui a un grand catalogue, beaucoup de contacts. Et grosso modo, c'est beaucoup mieux pour moi parce que moi, ils viennent, ils me voient, ils me disent « Tu veux faire cette OP ?» Oui, non. Ils ne m'obligent pas, ils n'ont aucune influence sur mon contenu. D'ailleurs, ils s'en foutent, hein, ils ne le regardent même pas. Pour être honnête, il n'y a personne à Webedia qui regarde mes contenus. Ils en ont rien à foutre, ils regardent des chiffres. Tu vois ce que je veux dire, c'est réellement du business, quoi. C'est pas la MJC. Donc, eux, ils viennent, ils me disent « Tu veux faire cette OP ?» Oui, non. Et du coup, moi, de mon côté, je n'ai pas à négocier. Sachant qu'avant que j'étais à Webedia,
c'est des agences qui viennent te voir, tu dois négocier des tarifs, mais tu sais jamais si c'est fait correctement, parce que négocier un tarif, c'est un métier qu'on appelle commercial, et on ne peut pas s'improviser commercial. Donc du coup, si tu le fais de ton côté, souvent tu te fais exploiter. Parce que tu ne sais pas c'est quoi les vrais tarifs, tu ne sais pas les grilles, tu ne sais pas comment ça fonctionne, donc tu risques de te faire exploiter. En plus de subir un fléau de ce milieu qui s'appelle se faire payer. C'est très très dur de se faire payer en temps et en heure dans ce milieu. Les gens sont souvent des personnes qui ont des agences qui ne sont pas toujours rentables, qui ont des soucis de trésorerie ou qui ne sont pas sérieuses. Et quand c'est ça, des fois, tu peux avoir un paiement qui doit être fait en 30 jours et l'avoir 6 mois après. Et ça, c'est pas viable dès que tu es dans un métier comme ça où les sources de revenus sont multiples et viennent à plusieurs moments dans le mois, en fait. Moi, je n'ai pas de salaire fixe. Moi, je peux être payé le 10 septembre, comme le 15, comme le 24. Tu vois. Pour moi, il n'y a pas de début et de fin de mois. C'est un petit peu au bon vouloir des gens qui me payent. Et c'est aussi un avantage d'être chez Webedia parce que, par exemple, moi, je facture Webedia, je ne facture pas le client. C'est Webedia qui va chercher l'argent. Et quand c'est Webedia qui va chercher l'argent, c'est différent quand c'est Zach Nani tout seul dans son coin. Donc, ce qui fait que moi, par exemple, Webedia, qui a été connu pour avoir à des moments des problèmes de paiement, moi, j'ai jamais eu de problème de paiement avec eux. Je suis toujours payé en une semaine. Donc, c'est ça qui est carré avec eux, avec moi de mon côté, c'est que eux vont aller chasser l'argent auprès du client, mais moi, j'ai facturé Webedia qui me paye sur sa trésorerie et qui se débrouille après pour aller chercher leur argent. S'ils mettent 6 mois, ça ne me regarde pas. Voilà. Et donc maintenant qu'on est parti sur la partie financière, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. On va partir sur les réalités du métier. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Et vous voyez que j'ai mis quelque chose de souligné. J'ai fait en sorte. Il n'y a aucune école et aucune formation qui permet de devenir streamer professionnel. Ça n'existe pas. Il y a des matières, il y a des écoles, il y a des formations qui peuvent vous apprendre des compétences qui vont vous aider dans ce métier. Ça peut être la maîtrise d'OBS, le hardware, le software, comment organiser un stream, une émission, le graphique, etc., etc. Mais il n'y a rien qui va vous permettre derrière de vous dire « je vais commencer le stream et être un streamer à succès », ça n'existe pas. Parce que ça ne s'apprend pas. Choper un public, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui est compliqué et qui était beaucoup plus facile il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand moi je me suis lancé, il y avait une balance, beaucoup de demandeurs, peu d'offreurs. Quand tu as beaucoup de demandes et peu d'offres, c'est plus facile de faire ton trou, tout simplement parce que beaucoup de gens veulent regarder des contenus, donc tu es mieux répertorié. À l'heure actuelle, on a une balance, beaucoup de demandes, beaucoup d'offres. Donc c'est encore plus dur de faire ton trou dans ce milieu. Donc si je mets ça, c'est pour dire que vous allez pouvoir apprendre à travailler dans ce milieu. Il y a plein de métiers qui sont intéressants dans ce milieu. Graphiste, monteur, miniaturiste, régisseur, chef de projet, commercial, tout ça, tout. Vous allez pouvoir apprendre des compétences qui vont vous aider à streamer, qui peuvent même faire de vous un streamer parce que vous connaîtrez les trucs techniques, et c'est important. Mais j'espère que jamais on vous a promis qu'en apprenant telle chose, vous allez être streamer professionnel. C'est dur, c'est compliqué. Et il y a plusieurs facettes de ce métier que j'ai notées petit à petit. Le premier, c'est la passion. C'est assez ringard et c'est assez vu et revu, mais il faut être passionné. Ce n'est pas un métier que tu répètes, ce n'est pas un métier manuel. J'ai énormément de respect pour tous les métiers style caissier, manutention, etc., etc. Mais je doute que quelqu'un puisse te regarder dans les yeux et te dire « je suis passionné par la caisse ». Voilà. Mais tu peux faire ces métiers sans être passionné, parce que tu as besoin de gagner ton pain. Tu ne peux pas être streamer sans passion. Je pense que c'est impossible d'être streamer sans passion. Parce que quand tu es streamer, tu es dans un processus qu'on va appeler le processus créatif. Pour être dans un processus créatif, si tu n'as pas de passion, ce n'est pas un métier que tu peux faire de manière robotique. Donc si tu n'as pas de passion, si tu n'aimes pas ce que tu fais et si tu n'as pas la niaque pour le faire, à un moment, tu ne pourras pas le faire. À un moment, tu seras bloqué et tes streams vont manquer d'âme. Tes contenus vont manquer d'âme et vont manquer de passion. C'est ce qui risque de te poser un souci à un moment ou à un autre. C'est de la même manière qu'un peintre ne peut pas pondre des trucs sur commande comme ça s'il n'était pas un minimum passionné pour ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui savent faire du dessin mais qui ne font pas dessinateur parce qu'ils n'ont pas la passion pour ça. Et bien c'est pareil, il y a des gens qui peuvent savoir streamer mais ils ne font pas streamer parce qu'ils n'ont pas la passion pour. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la passion? Parce qu'il y a une grande partie qui s'appelle l'autogestion et ça c'est une des parties les plus compliquées. Quand vous êtes en première ou en terminale, vous n'allez pas en cours, on vous tape sur les doigts, on appelle vos parents et vous êtes dans la merde. Vous passez à la fac, on arrête de vous taper sur les doigts, vous venez en cours, c'est tant mieux, vous venez pas, c'est tant pis. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en France, il y a 70% des gens qui rentrent à la fac, qui ratent leur licence. Et sur les 30% restants, il n'y en a que 50% qui ont leur master en 2 ans. Ça, c'est les réalités, c'est les statistiques de la fac. Dès que tu plonges des gens d'un milieu où ils sont encadrés à un milieu où ils doivent s'encadrer, c'est le bordel. Et c'est carrément compliqué parce que être streamer, c'est un métier où tu n'as pas de vision à long terme.
c'est compliqué. Tu ne peux pas réellement savoir ce que tu vas faire dans quelques années. Et il faut une discipline. C'est-à-dire qu'il faut être régulier. Très régulier. C'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça de temps en temps, que ce soit streamer ou producteur de contenu, j'entends. Il y en a qui ont cette chance sur YouTube, et je parle par exemple des Cypriens ou autres qui peuvent se permettre de sortir qu'une vidéo par mois ou deux parce qu'ils ont un certain public qui est déjà ici et qui a déjà été acquis à l'époque. Mais c'est très compliqué si tu n'as pas de la régularité pour réussir dans la production de contenu. Il faut habituer les gens. Il faut que les gens soient habitués à voir ta tête. Il faut qu'on voit ta tête de partout, dans tes contenus, et que tu sois régulier dans ces derniers. Ça peut être une fois par semaine, plusieurs fois par mois, mais tu ne peux pas faire un mois plein, puis un mois sans, et un mois plein. Ça ne fonctionne pas. Il faut réussir à être régulier le plus possible, et vous avez devant vous le maître de l'irrégularité. Donc comme ça, au moins, je peux témoigner. Je pense que je suis le mieux placé justement pour vous parler de l'importance de ceci. J'ai eu beaucoup de mal pendant un long moment à être régulier dans mes contenus. Souvent, je pouvais avoir 2-3 semaines où j'allais être à fond, puis 10 jours où j'allais être dégoûté, parce que je n'avais plus l'état d'esprit nécessaire. J'étais un peu en burn-out, j'étais un peu KO, et je voulais plus rien branler. Après, c'est aussi une des facettes du métier. Tu peux te permettre de rien foutre pendant une petite semaine, ce ne sera pas foncièrement dramatique, mais ça va freiner ta progression. Donc, l'autogestion, c'est dur. Tiens, ce métier me permet de gagner de l'argent et d'avoir beaucoup de temps libre. Tu as peut-être envie de niaiser, faire soirée, d'aller voir tes potes, partir à droite à gauche, voyager, ou ne pas être sérieux. Donc du coup, tu vas sauter un stream, tu vas sauter une vidéo, tu vas sauter quelque chose. Et c'est ce manque de régularité qui va t'empêcher, à terme, de réussir comme tu le devrais. L'algorithme, je mets un petit astérix sur l'algorithme YouTube qui change à peu près toutes les années. Il y a plein de merde dedans, c'est très compliqué à l'heure actuelle sur YouTube quand tu n'es pas régulier. L'algorithme te met de baffe. Si par exemple, je sors des vidéos de manière régulière sur plusieurs jours, je vais être bien référencé dans les suggestions des gens et dans les pages d'accueil. Si je sors rien pendant 2 semaines et que je reviens avec une vidéo, la première vidéo, elle va cracher. C'est sûr et certain. Quand quelqu'un ne sort pas de contenu pendant longtemps et qui revient avec une vidéo, sauf, et je mets quand même entre parenthèses des Cypriens, etc., qui peuvent se permettre de ne pas en sortir souvent, quand tu reviens d'une longue pause, tes premiers contenus vont bider. C'est comme ça, c'est l'algorithme qui te punit d'avoir été inactif. Par contre, quand tu vas reprendre ton rythme habituel, là, ça va repartir petit à petit, les chiffres vont revenir, et tu auras un peu moins cette impression de « oh, on m'aime plus, on veut plus me voir, on m'a oublié », qui est quand même très désagréable. La délégation du travail. Dans ce métier, il faut savoir déléguer son travail. C'est très important. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir confiance et qui croient qu'elles peuvent tout faire toutes seules. C'est possible, sauf que tout faire tout seul, c'est compliqué, et c'est une vraie charge mentale. C'est pas la même charge mentale pour faire une vidéo, par exemple, quand tu dois la tourner, la monter, faire ta miniature, la poster, alors qu'à côté, si tu n'as que à la tourner et que tu peux déléguer certaines choses, ça va t'aider. Là, j'ai pris l'exemple du montage et de la miniature, mais tu peux élargir ça à la partie commerciale, à pas mal de choses. C'est important, à certains moments, je pense, de savoir déléguer son travail et de trouver des personnes de confiance avec qui s'entourer pour pouvoir monter un projet solide et quelque chose de correct et de régulier. Parce qu'en voulant tout faire tout seul, ce qui arrive souvent au début, hein, je ne vous le cache pas, quand vous vous lancez au tout début, tu fais souvent tout seul. Mais au bout d'un moment, il faut pouvoir déléguer et t'appuyer sur des personnes, parce que sinon tu vas manquer de régularité, parce que si tu as tout à faire tout seul, encore une fois, comme j'ai dit, c'est une charge mentale qui est beaucoup plus grosse, c'est beaucoup plus compliqué, et je pense que savoir déléguer son travail, c'est quelque chose d'intelligent, et s'entourer, c'est important. Ensuite, il y a les coûts du métier. Donc il y a des coûts, monteur, miniaturiste, graphiste, ton bras droit, ça dépend. Il y a des personnes qui ont des bras droits. Kamel et Kotei, c'est le bras droit de Kamel. Joël et Alex, c'est le bras droit de Joël. Donc c'est des personnes qui t'aident à être tout ce qui est l'administratif, tout ce qui est le commercial, tout ce qui est le créatif aussi, donc les idées, tout ça, machin, etc. C'est aussi important d'avoir une structure ou une personne à côté qui puisse t'aider souvent. Moi, si je peux vous donner quand même un conseil, et c'est quelque chose que j'ai acquis avec mes années de travail, sauf exception, ne travaillez jamais avec vos potes. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que quand tu travailles avec des potes, tu as une relation amicale avec ces personnes-là, donc c'est une relation qui a du respect et qui fait que tu n'as souvent pas envie de te froisser avec ces personnes-là. Sauf que, à certains moments, vu que vous êtes potes, souvent, il peut manquer de sérieux ou avoir des problèmes, c'est le propre de tout projet. Sauf que du coup, dans certaines relations, ces personnes-là n'osent pas se dire les choses, donc elles n'osent pas se dire les choses, donc le problème grossit, ainsi qu'à un moment, forcément, si le problème grossit, ça pète, si ça pète, vous êtes plus potes.
Et vraiment, travailler avec ses potes, c'est très compliqué. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, on s'entend. Il y a des fois où ça peut marcher. Si la relation entre les personnes est saine, si vous savez vous dire les choses, ça peut fonctionner. Mais de manière globale, je conseillerais quand même d'éviter de trop travailler avec ses amis, parce que réellement, c'est plus un truc qui détruit les amitiés plutôt que quelque chose de plus efficace par rapport à un externe qui peut être tout aussi efficace et où tu n'as pas cette même relation qui peut être vraiment néfaste. Je sais que vous imaginez peut-être pas trop ce que je veux dire, mais travailler avec ses potes dans un cadre professionnel, ça peut vite déraper. Et enfin, la santé mentale. Ça, c'est une partie très sous-cotée. La santé mentale. Que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, il y a énormément de personnes qui burn out. Pourquoi? Parce que vu qu'on n'est pas dans un métier stable, où ça peut changer très très rapidement, en quelques jours, quelques semaines, tu peux voir tes statistiques se dégrader, tu peux avoir ton horizon et ton avenir qui s'assombrit, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à ne prendre, même dans les top streamers, ne serait-ce qu'un week-end. Pourquoi? Parce qu'elles prennent la deuxième partie, enfin le troisième point que j'ai dit un peu trop à cœur, c'est la régularité. Tu coupes la régularité avec la peur de perdre tout ce que tu as, et tu as des personnes qui en font trop, qui ne savent pas prendre de temps pour elles, qui ne savent pas se remettre en question, qui ne savent pas dire pause. On est des humains, on a tous besoin de pause. La régularité, ça ne veut pas dire être forcément là 7 jours sur 7. Tu peux être là 7 jours sur 7, mais il faut savoir, à un moment, lâcher du lest, prendre des périodes pour te ressourcer mentalement, parce qu'en faire trop, ce n'est pas bon. Et quand tu burn out, c'est le pire des choses, parce que quand tu burn out, tu ne peux plus voir le truc. Et quand tu ne peux plus voir le truc, c'est pire que si tu avais pris une pause de 2 jours, parce que quand tu burn out, des fois, il y a des personnes qui mettent des mois à s'en remettre. Il y a des youtubeurs de chez FaZe, j'ai fait une vidéo dessus, notamment Attach, des trucs comme ça, c'est des bonhommes qui ont, enfin non pas Attach, mais c'est une autre personne, qui ont des millions d'abonnés et qui ont témoigné de ce burn-out. Parce que être streamer, être créateur de contenu, c'est bien beau, sauf que par rapport à d'autres métiers, c'est quelque chose qui a un gros défaut, c'est qu'on y pense tout le temps. On est soumis aux chiffres, on n'a jamais de vraie période de pause, et même quand on est en pause, même quand on fout rien, ça reste toujours dans un coin de notre tête. Et c'est très dur de ne plus y penser. Quand tu es dans un métier classique, 9h-17h, tu finis à 17h, tu rentres chez toi, et globalement, tu ne repenses pas à ton taf toute la soirée, enfin en tout cas, je vous le souhaite. Dans ce métier-là, au réveil, tu regardes tes stats. Le soir, si tu as streamé, tu regardes tes stats. Quand tu as sorti une vidéo YouTube, tu regardes tes stats. Tu dois créer tout le temps. Tu n'as pas réellement de week-end. Pendant tes périodes de vacances, tu n'arrives pas totalement à déconnecter parce qu'il y a de l'actu qui arrive sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et c'est réellement un gros défaut que moi-même j'ai, c'est que j'y pense tout le temps. C'est pareil. Et il faut avoir la force mentale pour, à certains moments, prendre du temps pour soi, faire attention à tout ça et surtout ne pas se laisser submerger par tout ce que ça représente parce que c'est très 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 compliqué d'être compétitif et H24 présent dans ce système qui est réellement, qui prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je parle beaucoup, mais j'y répondrai avec grand plaisir. Enfin, je vais vous parler de mon quotidien. À quoi ressemble une journée chez moi. Le lundi, je tourne, donc on part du principe qu'on commence une semaine le lundi. Le lundi, le matin, j'ai posté en général le replay de Radio Street que j'ai fait le dimanche soir. Après avoir posté le replay, j'en fais les timecodes, donc il faut que je regarde quasiment toute l'émission pour pouvoir déterminer à quel moment commence une histoire, à quel moment on la finit, ça c'est pour le confort du viewer. Quand il arrive sur un replay, il a à tel moment c'est ça, à tel moment c'est ça, à tel moment c'est ça. L'après-midi, je prends le train, je monte à Paris. À ce moment-là, je fais Zach en roue libre. Zach en roue libre, j'ai fait une réunion la semaine d'avant pour pouvoir déterminer quel invité je voudrais les prochaines semaines. Après, je les ai contactés pour pouvoir leur dire est-ce que ça te dirait de venir. C'est une émission que je ne fais pas tout le temps en live, c'est une émission que souvent je recorde et qui est posée en live le soir même à 20h sur la chaîne Vitality et le lendemain sur YouTube. Le soir même, après, j'enchaîne avec Hors-jeu, émission de foot avec Bruce Granek et compagnie. Je dors à l'hôtel, mardi matin, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, souvent dans la journée de lundi, j'ai pris 2 ou 3 heures pour streamer en direct des locaux de chez Vitality parce qu'ils ont plusieurs setups. Le mardi matin, je rentre chez moi. Mardi après-midi, vidéo ou stream. Et là, ce que je viens de vous dire, vidéo ou stream, mardi à dimanche. Voilà, comme ça au moins c'est un peu plus rapide. Et c'est le contenu, enfin c'est l'état d'une semaine que tu as chez un streamer. Sachant que, en plus de tout ça, tu as des heures de processus créatif, donc où tu prépares tes streams, tu prépares tes émissions, tu prépares tes vidéos, et surtout, tu regardes ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très très sous-estimé, c'est le fait de voir ce qui se fait ailleurs. À des moments, tu trouves l'inspiration en faisant des choses qui se font ailleurs. Et il n'y a pas de mal à ça. Moi, personnellement, j'ai la chance de parler anglais correctement. Je vous souhaite également que ce soit le cas. Mais c'est très important d'aller voir ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres coins du globe, tout simplement parce qu'à des moments, ils trouvent des concepts intéressants qui peuvent être cool de prendre chez toi
ou de pimper, ou de un petit peu modifier, tout ça, machin, etc. Et c'est de cette manière que tu chopes des idées, c'est en allant voir ce que tu retrouves ailleurs. Bien sûr, après, tu peux créer des idées venues de zéro, mais on est dans un monde où en 2020, des vidéos YouTube, il y en a postées par milliards, des streamers, il y en a par millions. Donc c'est compliqué d'arriver sur un concept qui n'a absolument jamais été fait. Et la preuve même, c'est Radio Sex. Hein. Radio Libre, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 25 ans. On l'a refait en version internet et un peu plus trash avec des personnalités différentes. Et boum, ça a fonctionné. Donc c'est la preuve que tu n'as pas besoin toujours d'arriver avec un truc qui n'existe pas, sorti de la besace, pour marcher. Pour marcher, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir le truc le plus original de la Terre. Ce n'est pas nécessairement le critère premier. Des questions. Voilà. J'ai fini, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous ai présenté mon quotidien, je vous ai présenté mon métier, je vous ai montré des chiffres, je vous ai montré pas mal de choses. J'espère que ça vous a intéressé. Et si ça vous a intéressé, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment d'y répondre. Fonce. Comment se passe ta vie de famille, ta vie avec ton entourage, tes amis, etc. Parce que tu as décrit ta semaine, elle est quand même remplie. Comment tu fais? Alors moi du coup depuis quelques mois je vis avec ma femme, donc depuis juin, ça se passe très bien. Mais avant ça, du coup, il y a pas mal de youtubeurs ou de créateurs de contenu qui font le distinguo entre leur vie privée et leur vie pro en allant prendre des locaux. Et c'est important, moi quand j'ai déménagé il y a 3 mois, il y a 2 pièces dans mon appart qui me servent à ma création professionnelle. Donc c'est une pièce où je peux stream et une autre où je peux faire d'autres trucs. Et en gros ces pièces-là servent à me faire le distinguo entre chez moi et le côté pro. Alors c'est un peu bidon parce que dans le fond je suis dans le même appart, mais en gros, voilà exactement, ça sépare un petit peu les choses. Quand je suis dans ma pièce de stream, c'est le stream, c'est la vidéo, ou alors c'est juste le chill, ou etc. Machin. Quand je sors de celle-ci, là je suis avec ma femme, là je suis dans la vraie vie. Et de mon côté, j'essaye quand même de faire en sorte, j'ai que 25 ans, hein, j'ai été étudiant comme vous, il y a encore 2 ans je l'étais. Donc je trouve quand même du temps pour voir mes amis, pour sortir. Moi je suis un petit peu fêtard. Je suis aussi un grand voyageur, j'adore voyager. Donc il y a aussi des moments où je prends des week-ends, je prends des choses pour moi. Quand je vous ai parlé de régularité et d'irrégularité, ça vient aussi de ma personnalité. J'ai du mal à être totalement régulier et surtout à être totalement focus sur un truc au long terme. Il y a des moments où il me faut des pauses, il y a des moments où il faut que je décroche. Et ma manière de le faire, c'est voyager et bouger. Ces 3 dernières années, je suis allé en Corée, je suis allé au Danemark, je suis allé en Pologne, en République tchèque, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, à Los Angeles, enfin bref, voilà, j'en ai fait vraiment des tonnes. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Et en plus, quand tu es créateur de contenu, toi tu t'en fous des vacances scolaires, tu pars le 10 septembre et ça coûte moins cher. Donc voilà, donc c'est quelque chose que je fais, les voyages et prendre du temps, une période réservée, en mode ce soir-là, je vais voir mes potes, à ce moment-là, je vois ma femme, à ce moment-là, je passe voir ma mère ou un truc comme ça. Sachant qu'en plus, j'ai la chance, c'est que j'ai un rythme naturel qui fait que je me lève tous les jours entre 9 et 10 heures du matin. Il y a des streamers qui ont des rythmes catastrophiques où ils se lèvent à 17 heures, c'est le pire rythme de vie que tu puisses avoir. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner, si à un moment vous aspirez à faire streamer, créateur de contenu ou quoi, ayez un rythme de sommeil régulier, levez-vous à 8, 9, 10, 11 heures si vous voulez, mais partez pas sur des vies mortes où vous vous couchez à 5 heures du matin. En termes de qualité de vie, c'est horrible. C'est horrible parce que tu es toujours fatigué, tu es moins productif, tu es moins sérieux, c'est le pire truc que tu puisses faire. Dis-moi. Ah, bien sûr. La peur de l'oubli, tu as du mal à te projeter parce que pour toi, tu vois exactement des chiffres, des millions, des milliers. Tu te dis, c'est bon, la personne, c'est stable et elle a toujours fait plus ou moins ça. Déjà, je tiens à dire qu'on est dans un métier où streamer, créateur de contenu, tout ça, c'est pas une course, c'est un marathon. Si tu veux tenir longtemps, il faut pouvoir être régulier et être correct dans ton contenu. Déjà, dans un premier temps, il y a ce que j'avais expliqué sur l'algorithme. Donc, les gens qui ont peur de l'oubli, c'est un moment d'arrêter d'être suivi parce qu'ils ont été inactifs, ou alors avoir l'algorithme qui se retourne un petit peu contre toi parce que tu l'as aussi été. Donc c'est réellement cette peur qui vient du fait qu'on n'est pas dans un métier qui est fait sur contrat. Ça dépend du bon vouloir des gens et de la qualité de ton contenu, de ton état mental, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça, c'est des choses qui peuvent changer sur plusieurs semaines. Tu n'es pas toujours la même personne. Il y a des périodes où tu vas être plus créative, il y a des périodes où tu vas être plus fatigué, il y a des périodes où tu vas être plus sympa, il y a des périodes où tu vas être plus renfrogné. Et sachant qu'à côté de ça, tu rajoutes tout ce qui est vie privée, etc. Et c'est des choses qui peuvent impacter ton contenu, ta qualité de vie et du coup, ta régularité. Donc, il faut savoir qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en compte pour pouvoir te projeter sur plusieurs années.
Moi, après, personnellement, à l'heure actuelle, avec ce que je fais, je sais que je ne serai pas oublié dans 6 mois, à moins que j'ai fait une grosse connerie. Mais c'est quelque chose qui peut arriver tellement vite, et on en a vu beaucoup qui sont montés très 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 haut et qui sont redescendus d'un coup. Fortnite, par exemple, ça a créé des carrières. Il y a des mecs qui ont chopé 700 000 abonnés très vite. Tu vas sur leur chaîne maintenant, 2 ans plus tard, ils font 20 000 vues. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes, et des noms comme ceux-ci, on pourrait en retrouver très facilement. C'est cette peur-là dont on parle. Cette peur de monter très haut et de redescendre très bas. Mais à côté, il ne faut pas que ça devienne non plus une obsession. Il y a des gens qui veulent toujours être numéro 1, numéro 1, numéro 1, numéro 1. Mais tu n'as pas besoin d'être Squeezie pour réussir. Tu n'as pas besoin d'être Squeezie pour réussir à en faire une carrière et à en vivre. Je prends souvent le parallèle avec les ventes d'albums. Il y a Booba, il y a tous ces artistes-là qui sont là depuis 20 ans et qui ont été numéro 1. Mais à côté, tu as aussi Rimka, ou des gars comme ça. C'est des rappeurs un peu moins gros, qui ne sont pas les plus gros vendeurs, mais qui sont là depuis 20 ans. Et qui ont fait leur place, qui sont reconnus par la scène, et qui réussissent à fonctionner totalement, sans avoir vocation à forcément faire mieux que ça. Tu peux aussi te contenter de ce que tu as. Donc voilà, il faut aussi comprendre le côté marathon. C'est important de pouvoir te retenir sur le long terme, et te projeter, tu vois, et pas tout donner d'un coup, pas burn-out, et faire attention à cette peur. Tu penses pas du coup que justement les streamers qui ont des plus petites communautés mais super dures ont un plus gros confort de vie, du coup, qui se posent beaucoup moins la question que justement la peur Ça dépend, parce que les plus gros streamers, ils ont suffisamment fait d'argent souvent pour être à l'abri au long cours, on va dire. Donc c'est vrai que les plus petits streamers sont peut-être un petit peu moins stressés dans leur vie de tous les jours, mais c'est eux qui sont impactés le plus par le fait de tomber dans l'oubli. Alors qu'un gros peut tomber dans l'oubli, mais souvent il aura encaissé suffisamment d'argent pour être en sécurité pour 1, 2 ou 3 ans, sachant qu'en plus, la plupart du temps, les streamers, ils ont investi. Ils ont investi dans la pierre, dans des entreprises, dans des trucs. Par exemple, Sardoche, il a mis 50 000 € dans Okamedia. Okamedia, c'est une société de montage. Donc voilà, il y a plein. Moi, par exemple, j'ai mis 10 000 € chez des clippers de rap. C'était des mecs talentueux, etc., que j'ai trouvé plutôt sympas, et je leur ai dit, bâtonnez, allez vous amuser. Tu as dit que l'un des critères pour devenir streamer, c'est d'être passionné. Ouais. Pourtant, tu nous as apporté, et je te remercie, tout l'aspect professionnel de ce Ouais. métier. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'anime, toi? Moi, qu'est-ce qui m'anime? Moi, ce qui m'anime à l'heure actuelle, franchement, c'est pouvoir beaucoup communiquer avec les gens. Quand je stream personnellement, je communique énormément avec le chat. Après, moi, ce qui m'anime, c'est aussi de faire ce que j'aime. Et c'est pour ça que je ne suis pas à la recherche de ce qui marche, je suis à la recherche de ce que j'aime. Je pourrais faire des choses qui marcheraient beaucoup plus, mais tu vois, à l'heure actuelle, sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch, je fais du Football Manager, du Just Chatting et une émission Radio Street, tu vois. Je ne suis pas à la recherche forcément de ce qui fonctionne le plus, et c'est quand tu commences à rechercher ce qui fonctionne le plus qu'à un moment tu te travestis et où tu te perds un petit peu. Et c'est aussi pour ça que je comprends par exemple Kinstar qui arrête pour la 2e fois Fortnite. Je pense que la première fois qu'il a arrêté, il voulait vraiment le faire. Il a essayé Valorant, ça ne fonctionnait pas. Peut-être qu'il est revenu sur Fortnite pour justement refonctionner à nouveau, et il s'est rendu compte que ce n'était pas sa chose là. Donc le côté passion, c'est déjà aimer ce que tu fais. Et aimer ce que tu fais, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont oublié. Avant tout, il faut aimer ce que tu fais avant de faire... Parce que si tu aimes juste ce qui marche, au bout d'un moment, ça va te saouler. Ça va te saouler. Le premier truc, c'est aimer et être fier de ce que tu fais. Pouvoir te regarder dans la glace, regarder ton contenu et te dire « ça, je pense que c'est de la frappe ». C'est ce qui compte. Ouais. Ouais. Comment est-ce que tu gères l'aspect trash talk et critiques? Alors, ça fait 7 ans que je suis sur Internet. Des gros ports, des insultes, des noms d'oiseaux, j'en ai pris des tonnes et des tonnes. J'ai aussi répondu des tonnes et des tonnes. Comment est-ce que je gère? Je vais te dire un truc, c'est quelque chose qui se fait avec l'expérience. Plus tu le fais, plus tu vois des choses et plus tu sais passer au travers. Après, ça dépend aussi de ta personnalité. Et moi, j'ai une mauvaise personnalité à ce niveau-là, prenez pas exemple sur moi. Moi, quand quelqu'un m'insulte, ça m'arrive de répondre. Ça m'arrive, quand on me dit des noms d'oiseaux, de répéter des noms d'oiseaux en retour. Dans un chat Twitch, quand quelqu'un me dit des conneries, je le banne. Déjà, c'est la base. Sur Twitter, j'ai 2000 bloqués. Voilà. Au moins, comme ça, vous avez un aperçu. Donc, moi, je dirais, quand il y a des gens qui disent de la merde et qui vous impactent, bloquez, 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 bloquez. Pourquoi? Parce que quand vous avez quelque chose qui vous a piqué sous les yeux, c'est normal d'être piqué. Oh, il n'y a pas de honte à être piqué. Hein. Genre, eux, c'est leur but, mais il n'y a pas de honte à l'être. Il y a des gens, ils ont souvent du mal à avouer leur faiblesse. Tu vois? Ah, t'as été piqué. Bah ouais, bah normal, t'as insulté ma mère. Je suis censé avoir honte. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça arrive. L'important, c'est pas de pas l'être, c'est de savoir deal avec. Et comment est-ce que tu deals avec?
Moi, je pense, et en tout cas, c'est ma solution, si tu veux deal avec, faut avoir ce commentaire ou cette chose le moins possible sous les yeux. Parce que plus tu le gardes sous les yeux, même tu te dis « Ok, j'ignore », tu vas avoir envie d'y répondre au bout d'un moment, ça va te démanger les doigts. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je bloque. Dès que quelque chose me casse la tête, si j'ai pas envie de me prendre la tête avec, je bloque. Sur YouTube, tu as une fonction enlever les commentaires de la personne sur la chaîne. Et si tu fais cette option-là, la personne n'a pas vu que tu as supprimé son commentaire, mais tous ces commentaires qu'elle a postés sur tes vidéos sont invisibles pour tout le monde. C'est quand même bien foutu. Twitch suffit de ban, Twitter suffit de bloquer. Donc, réellement, faire ça, ne pas garder les choses qui vous ont vraiment piqué sous les yeux. La personne va peut-être se dire « Ah, je l'ai touché. Ah, il est faible. Ah ». Et puis après, elle retournera dans sa vie et elle fera ses choses et il n'y a pas vraiment de honte à l'avoir été. Donc, c'est la meilleure manière de deal, à mon sens, avec ça, avec les haters, avec les personnes qui ne t'aiment pas. Bloquer, 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 c'est mon conseil. Pour tes émissions type D'accord ou Libre, est-ce que tu t'inspires plus d'autres émissions venant du web, telles que Pense la nuit ou même 10 questions d'affaires, ou plus de médias traditionnels tels que la télé? Alors, pour D'accord Libre, je me suis inspiré de personne. J'ai lancé D'accord Libre en 2017. Ponce la nuit ressemble pas mal à D'accord Libre, mais il a lancé après moi. Je pense qu'il y a peut-être une inspiration de chez moi, j'en sais rien, mais juste après, je te laisse faire ta remarque. Donc, je pense qu'il s'est peut-être inspiré, etc. Mais après, il le fait différemment et à sa manière et ça fonctionne très bien. Moi, Ponce, je l'aime beaucoup et ce qu'il fait, c'est très très lourd. Mais pour être parfaitement honnête, je m'inspire de personne. C'est-à-dire que je n'ai pas pris une émission en me disant « Tiens, ça serait cool, j'aimerais bien reprendre les codes ». J'ai essayé de créer un truc de A à Z avec ma façon de voir. Je voulais plus dire dans le fait de comment améliorer l'émission ou ce type de remarques. Non, pas vraiment. Je prends des suggestions des gens avec qui je travaille, par exemple chez Vitality. En fait, par exemple, chez le stream, j'étais quelqu'un parmi tant d'autres. Et chez Vitality, je suis une des pièces maîtresses. Et c'est aussi, tu vois, très, très valorisant quand tu es dans une boîte avec des gens et que tu es vraiment intégré, que ces personnes-là te suggèrent des choses, te prennent à cœur. Chez le stream, j'allais 1 à 2 fois par semaine. Je faisais mes émissions, mais j'étais un externe, j'étais pas là tous les jours. Et il y a des cadres comme ça professionnels où si on ne te voit pas tous les jours, tu passes au second plan. Alors que pourtant, je pense, et que vous serez d'accord avec moi quand je dis ça, tu as le droit à de la considération, même si tu n'es pas là tous les jours. Et chez le stream, je n'avais pas l'impression de ne pas être considéré. Disons que je n'étais pas suffisamment pris au sérieux et suffisamment intégré, et c'est quelque chose qui me déplaisait un petit peu et que je leur avais dit. Après, dans le fond, je garde de très bons souvenirs d'eux, il n'y a pas de souci. Mais du coup, quand je veux améliorer mon émission, je fais une réunion avec des gens, on sort des idées, on voit ce qui se fait peut-être des fois ailleurs, mais moi, de mon côté, je parle avec les autres. D'amélioration d'avenir, le fait d'aller sur des médias plus traditionnels comme la télé ou la radio, notamment dimanche, tu étais intervenu à l'Afterfoot. Ah, l'Afterfoot, ouais. Moi, personnellement, pour le foot, oui. Je serais ravi de pouvoir passer un peu plus à la radio ou autre. C'est une voie qui m'intéresserait. Maintenant, tout ce qui est TV, médias traditionnels, ça ne m'intéresse pas outre mesure. Moi, je suis quelqu'un qui vient d'Internet. J'aime beaucoup ce qui se fait sur Internet. C'est vraiment là d'où je viens. Et ça dépend des opportunités. Ça dépendrait des opportunités, mais à l'heure actuelle, passer à la télé ou aller dans un média traditionnel, ce n'est pas une vocation qui me chauffe. On a une plateforme pour parler. Et c'est ça qui fait peur un petit peu à la télé, aux médias, etc. C'est qu'avant, on avait besoin d'eux pour parler. Maintenant, il n'y a plus besoin d'eux. Tu peux avoir ton propre public sur tes réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, Insta et ainsi de suite. Donc, on profite de la plateforme qu'on a, on l'exploite au maximum, on en fait des possibilités ainsi que des ouvertures pour vivre des choses qui sont absolument incroyables. Mais on n'a pas besoin des médias traditionnels pour à l'heure actuelle évoluer. Après, s'il y a des opportunités, pourquoi pas? Ça dépend, on est ouvert à tout. Est-ce que tu n'as pas eu peur que les gens qui connaissent le Radio Sexe soient moins sérieusement que les gens qui connaissent les autres émissions? Si, forcément, forcément. Mec, quand tu arrives dans une émission, tu es appelé Docteur Sexe, bon, tu te dis que tu as peur de ne pas être pris aussi au sérieux. Mais après, c'est aussi une facette que tu assumes. Ça, faut être capable d'assumer tout ce que tu dis et c'est pour ça qu'il faut avoir les épaules. À certains moments, il faut aussi mesurer tes capacités à enchaîner les trucs et à pouvoir les assumer. Et dans Radio Sex, j'ai dit beaucoup de dingueries, j'ai dit beaucoup de conneries. J'ai dit aussi beaucoup de réalité. Mais c'est aussi quelque chose que je suis capable d'assumer. Et il faut aussi que tu puisses montrer aux gens que tu as plusieurs facettes. Et si les gens restent accrochés à une seule de tes facettes, c'est aussi un peu leur problème. À toi de pouvoir montrer que tu sais aussi être sérieux, que tu sais aussi apporter quelque chose, que tu peux parler d'autre chose. C'est un peu difficile, tu vois, quand tu es Docteur Sex, de leur dire, bah du coup, ce week-end, je pense que Rudy Garcia, il n'a pas pris une bonne tactique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? De changer purement de sujet. C'est à toi de montrer que tu as la compétence pour le faire. Beaucoup de gens vont s'accrocher sur la forme des choses. Pour moi, ce qui compte, c'est pas forcément la forme, c'est surtout le fond et la qualité de l'argument que tu as engagé quand tu t'exprimes à propos de quelque chose. C'est-à-dire que
il y a beaucoup de personnes, tu vois, quand tu es un YouTuber ou quand tu es un créateur de contenu ou autre, si tu commences à parler d'un truc qui dévie de ce que tu produis habituellement, on va te dire « Ouais, reste à tes vidéos YouTube, continue à jouer à code, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. » Personne ici, je vous le dis, personne n'a envie d'être envoyé à son truc professionnel quand vous parlez d'autre chose. T'imagines un boulanger, c'est un exemple que je donnais dans ma vidéo, tu es boulanger, tu parles politique. Est-ce que tu as envie qu'on te dise « Reste à tes baguettes » Non, c'est du mépris de classe, c'est de la merde. Ce qui compte, c'est pas d'où vient la personne et ce qu'elle fait à côté, c'est le fond de son propos, c'est les arguments qu'elle est capable de déployer, et c'est la connaissance qu'elle a autour de ce dont elle s'exprime. Si elle a la connaissance et les arguments, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'elle fait à côté? Ce n'est pas ça qui est pertinent, c'est ce que tu as à dire. Quand les gens arrêteront de s'attaquer sur la forme et sur le background de la personne quand elle s'exprime, on aura fait vraiment un grand pas en avant. Mais il faut vraiment que vous-même, quand vous parlez à quelqu'un, vous ne partiez pas du principe qu'elle va être biaisée, ou pas intéressante, ou qu'elle n'aura pas les connaissances, parce qu'elle vient d'un milieu qui n'est pas forcément celui de prédiction par rapport à ce dont elle est en train de parler. Sinon, on appelle ça de l'argument d'autorité, et au bout d'un moment, c'est pas intéressant d'avoir un argument d'autorité où tu crois la personne juste parce qu'elle vient de ce milieu-là. Est-ce que tu as un peu galéré à avoir des invités comme Joker, Capote sur Radio Sex, ou même dans les invités de Zach en roue libre? Pour Zach en roue libre, des fois, c'est chiant, ouais. Parce que tu travailles avec des personnes qui ont ce que je t'ai dit, donc le rythme, la régularité, la tunnel vision comme ça. Donc c'est un petit peu chaud à des moments de t'organiser avec des personnes qui souvent manquent d'organisation elles-mêmes. Donc ça dépend. Ça dépend franchement, pour Zach en roue libre, j'ai jamais trop de soucis, mais en gros c'est de l'individuel. Il y a des personnes qui vont te faciliter la chose, qui vont venir d'un coup, et il y a des personnes qui vont te faire galérer. Et pour Radio Sex, je m'en suis pas occupé. Comme ça, moi je suis honnête avec toi, c'est Kotek qui a tout fait. Donc, moi, non. Franchement, non. Je l'ai dit en début de conférence, je suis quelqu'un qui était très stressé à l'époque. Et ce stress s'est transformé en 2019, l'année dernière, avec des crises d'angoisse. Donc quand j'ai fait des crises d'angoisse l'année dernière, l'été dernier, que j'avais des gros soucis de santé vis-à-vis de ça, j'étais quelqu'un de... Je croyais que j'allais mourir. C'était horrible. Donc ça, c'est une période, c'était août 2019, c'était une période noire dans ma vie. J'ai passé un mois à faire des palpitations cardiaques, à me sentir pas bien et à avoir des gros soucis de santé. C'est une période que j'ai réussi, avec de l'aide médicale, à passer. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. J'en fais plus du tout. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments où ça peut revenir. Vous savez que maintenant, si je mange une pizza, le lendemain, je peux avoir des palpitations cardiaques comme ça, dans mon lit. C'est quelque chose que je ne contrôle pas. C'est un aspect que j'ai. Il faut savoir en être conscient. Il faut savoir se faire aider. Et c'est quelque chose que tu peux vaincre parce que tu es suffisamment jeune et fort pour pouvoir le faire. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de parler de ses faiblesses. Il ne faut pas avoir peur de les assumer. Il ne faut pas avoir peur de communiquer à propos de celle-ci. Il ne faut pas tout intérioriser, c'est le pire truc. Dis-moi. Moi, j'ai envie de parler un petit peu de l'aspect célébrité. Ouais. Tu as fait des émissions qui sont extrêmement regardées. Comment tu gères ça pour pas que ça porte atteinte à ta vie privée, que ce soit pas trop toxique? Bah, je contrôle déjà ce que je veux... Enfin, je contrôle ce que je veux que les gens sachent de moi. Donc c'est-à-dire que déjà, moi, je me permets d'être suffisamment, on va dire, clair dans ce que je dis. Je vous ai montré des chiffres de revenus YouTube, je vous ai montré des chiffres de revenus Twitch. C'est des choses que très peu de personnes font. Donc, j'accepte de montrer certaines choses, mais en retour, il y a des choses qui restent dans le domaine du privé, ma femme, mes activités, mes amis, et je ne les expose pas. Et en ne les exposant pas, tu peux faire en sorte justement qu'on ne t'emmerde pas par rapport à ça. Moi, mes potes, je les connais depuis 2010, j'avais posté une vidéo sur YouTube, tu vois ce que je veux dire. Eux, ils ne sont pas du tout de ce monde-là, ils s'en foutent un petit peu, tu vois. Donc quand je suis avec eux, je ne suis pas Zach Nani, je suis Zach, tu vois. Donc c'est ça qui est assez cool, c'est que la célébrité, c'est marrant. Franchement, c'est sympa. Quand je me balade dans Lyon, ouais, Zach, il y a des personnes, on dirait, on se connaît depuis 10 ans. Mais ça fait partie de la chose, parce que tu leur as donné un a priori suffisamment positif en ligne pour qu'elles aient le culot de venir te voir en vrai, et souvent d'être très sympathiques. Tu sais que moi, des fois, sur Insta, il y a un abonné, il me disait, ouais, je fais soirée à telle rue, viens, j'y allais. La chance, il est tombé sur un fêtard. Je suis assez sociable, moi, il n'y a pas de souci. Je sais parler aux gens, ça ne me dérange pas. Il y a des moments où j'ai voyagé tout seul. Je suis allé au Portugal tout seul, je suis allé en Pologne tout seul, et j'allais dans des bars et je parlais avec des gens, il n'y avait pas de problème. Donc moi, je suis assez sociable. Quand je rencontre des gens dans la rue, on se voit, on parle, on fait des photos. Après, je te dis pas tout le temps, hein. Si à un moment j'ai un peu la tête dans le derrière, ça m'arrive de bon, salut, coucou, et après je fonce, je fais ce que j'ai à faire. Mais globalement, ne pas être antipathique, être sympa avec les gens quand ils te reconnaissent, et ça suffit amplement. Et rester terre à terre, ne pas te prendre pour ce que tu n'es pas. Justement, tu n'as jamais été, je sais pas, emmerdé dans la rue, par exemple, par des joueurs un peu malsains, ou tu as des petites anecdotes comme ça? Bon, il y a des gars qui des fois te tiennent un petit peu la manche, tu vois, genre il y a des gars qui sont des fois un peu lourds.
Et il faut que tu leur dises, bon, je suis désolé, mais au bout d'un moment... Mais... Après, on en revient à un truc qui a un défaut humain, c'est savoir dire les choses. Il y a des gens qui ne savent pas dire les choses. Que ce soit dans la vie d'entreprise, dans la vie de tous les jours ou dans la vie amicale, ils ne savent pas dire les choses et ça donne un truc qui est absolument horrible, ça s'appelle l'hypocrisie. Donc quand moi, quelqu'un m'emmerde, je peux avoir le tact, ou en tout cas le culot, de lui dire « là, tu es en train de m'emmerder ». Et ça arrive. Ah, ok, tu voulais une petite anecdote? À un moment, je vais au petit salon. On sort à 4h du matin du petit salon, et j'ai un pote à moi, il ne marche plus. Voilà, il ne tient plus sur ses 2 cannes. Moi, je vais pour le foot dans un Uber, tu vois, donc j'appelle le Uber pour mon pote et j'attends à côté. Et là, il y a un viewer à 2 mètres de moi, comme ça, il fait « Oh, Zach Nani, oh, mais c'est Zach Nani Mais vraiment, genre, tu sais, 3-4 fois. Bon, moi, je suis avec mon pote, ouais, t'inquiète, ça va aller, le Uber arrive, enfin, tu vois. Et là, c'était pas le moment. Alors, moi, tu vois, moi, je me retourne, je lui dis « Gros, c'est pas le moment, là, tu vois ce que je veux dire, essaye de respecter le fait que je suis pas en mesure de te dire « cool, c'est Zach, viens, on fait une photo, on va boire un verre. » Et le mec était un petit peu insistant. Et il se retrouve, je lui ai dit, bon, tu dégages, sinon tu vas en prendre une, et il a dégagé. Donc, mais voilà, une petite anecdote, ça arrive effectivement d'avoir des lourdeaux. Mais sinon, globalement, c'est très, très, très rare. Que ce soit en convention, même quand j'ai à Paris Games Week, je prends toujours le temps d'aller faire la photo avec celui qui veut la photo, l'autographe avec celui qui veut l'autographe. Parce que ces gens-là, tu les fais sourire. Et si tu as la capacité de rendre les gens un petit peu plus heureux, un petit peu plus contents, t'es qui pour leur enlever ça? Les bars, ils ferment demain. Alors, pour être parfaitement honnête, je ramène ma femme au restaurant ce soir. En plus, tu n'as pas de chance. Je lui avais promis. Et sinon, je serais venu. On fait attention à ces choses-là. Dis-moi. Un petit mot sur le début de saison de Lyon. Horrible. Ça sera rapide, je crois qu'il y en avait une autre au fond. Non? Good. Parfait. Bah écoutez, merci à tous d'être venus, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que j'ai pu être pertinent, j'espère que vous avez pu apprendre des choses, vous rendre compte de trucs. J'ai peut-être été moins technique ou moins global, mais bon, j'y ai mis du cœur, j'ai fait en sorte que vous compreniez et que vous appreniez des choses. J'ai essayé d'aborder des parties que vous n'entendez pas toujours. N'hésitez pas, j'ai mon mail dans ma bio Twitter, si vous avez des questions un peu plus personnalisées, vous pouvez m'envoyer un mail et je pourrai aussi y répondre sans souci, avec un peu de délai, je ne vous cache pas, mais je pourrai le faire. Merci à tous d'être venus et je vous souhaite une bonne soirée.